Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 4e de couverture. Mouvement des savoirs. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences, présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Gérard Fath, le sujet en désarroi dans les pratiques à haut gradient relationnel, 2019. Bernard Andrieux et Simon Rambaud dire, l'architecture des STAPS. 90 ans rue Lacretelle, 2018. Laurence Jean Monchat chez Lacan, 2018. Bernard Andrieux, Philippe Pomard, Florent Destruo et Emmanuel Vigarios, Visage hybride. Vers une anthropologie de la prothèse, 2018. Odile Girardingantier, d'autres limites à la prison. Comment l'art-thérapie peut aider à supporter le monde carcéral, 2018. Éric Dugas dire, les violences scolaires d'aujourd'hui en question. Regard croisé et altérité, 2018. Alessandro Porrovecchio, Gabriele Di Francesco et Joël Ladner dire, étudiants, acteurs de leur santé, regard pluridisciplinaire 2017. Remerciements. Merci. D'entrée de jeu, aux éditions L'Harmattan. Au professeur et directeur Bernard Andrieux d'accueillir mon essai dans sa collection « Mouvement des savoirs ». Vos recherches sur le corps et sur l'émersiologie sont des plus novatrices et stimulantes. Aux artistes Nathaniel Stern et Erin Manning, Julius Orstui, Dustin Lucas, Kitsou Dubois, Jem Delval, Marjolaine Bellan, Alain Fleischer, au Senselab dont j'ai expérimenté les œuvres. Mon immersion dans vos œuvres a été marquante et féconde. Aux artistes qui ont généreusement participé à ma série d'entretiens publiés dans Archer depuis 2015, Nathaniel Stern, Andrew Goodman, Jonas Fritsch, Philippe Boissonnet, Lorella Benavoli et Christa Sommerer. Vos commentaires ont été éclairants et inspirants. Aux artistes cités dont Maurice Benayoun, Max Reiner, Kurt Enschläger, Stéphane Sagmeister, Isabelle Chouanière et Ricardo D'Alfara, Thierry Guibert, Herman Kolgen. Fréquenter vos œuvres immersives ou interactives m'a amusé, parfois troublé et stimulé. Aux théoriciens.nes, trop nombreux.c pour les nommer, qui illuminent non seulement mon texte mais ma pensée en actes comme des phares dans des navigations troubles. À Brian Massumi de l'Université de Montréal qui a supervisé ma recherche postdoctorale sur l'affect et l'émotion en art immersif et interactif, une période intense et stimulante. J'ai incroyablement bénéficié de votre séminaire sur l'affect en 2015, de vos commentaires à diverses occasions, de même que de vos ouvrages magistraux sur la philosophie de l'expérience et sur la théorie de l'affect comme en témoignent mes références à votre travail. Au Fonds de recherche québécois Société et Culture qui a financé mes 2 années de recherche intensive, de mai 2014 à avril 2016. Sans cette bourse postdoctorale, je n'aurais pu effectuer une telle recherche ni livrer des communications au Canada et aux États-Unis. Aux collègues du groupe Performativité et effets de présence de l'UQA, CO dirigé par Josette Ferral et Louise Poisson, pour les vives discussions de 2008 à 2014 sur de nombreuses œuvres médiatiques. Aux participants.es du Senselab de Concordia, CO dirigé par Erin Manning et Brian Massumi, avec qui je me suis familiarisé, lors de nos groupes de lecture de 2010 à 2016 à la philosophie de Deleuze et Guattari, Whitehead, Nietzsche, Spinoza et j'en passe. À Anna Ramos, Éric Bordelot,
3 Rhodes, Adam Zimanski, Andrew Goodman, Jonas Fritsch, Laura Teilea, Andrew Murphy et autres collègues du Sense Lab pour nos discussions passionnantes. À Christine Palmieri, la directrice d'Archer qui publie mes articles depuis 2007 et qui m'a accordé la permission d'en publier ici certains extraits. Aux 3 évaluateurs scientifiques dont les commentaires francs et éclairants m'ont amené à mieux cibler le public et le contenu, ainsi qu'à calibrer les dimensions expérimentales, philosophiques et scientifiques. À Greg Segworth de Millersville University en Pennsylvanie, qui a superbement organisé la rencontre internationale Affect Theory Conference en octobre 2015, où j'ai livré une communication sur l'affect et rencontré des chercheurs internationaux de tout horizon. Aux nombreux collègues d'ISEA 2015 à Vancouver, un événement à l'intersection des arts médiatiques, immersifs et interactifs et des sciences humaines, où j'ai eu aussi le plaisir de donner une communication. À mon frère Jean qui a commenté la première mouture du texte. Tu avais raison, ce n'était pas tout à fait au point. À mon collègue théoricien de l'art, Teva Flamand, qui a commenté la deuxième mouture. Tes interrogations et commentaires m'ont stimulé. À Valérie Provost, lectrice critique de la troisième mouture. Grâce à tes questions et tes commentaires, j'ai pu fluidifier le texte et préciser ma pensée. À mon amie Sylvie Carmichael, pour sa vérification et correction des références. Ton aide, parsemée d'humour, a été fort utile. Cet essai n'aurait pas pu être aussi senti sans la naissance prématurée de mon petit-neveu, Henri Xavier, en janvier 2015, juste avant de commencer l'écriture. Un événement aussi éprouvant que gratifiant. Non seulement j'ai accompagné ton immersion interactive durant 3 mois en néonatologie, mais aussi j'ai reconsidéré intimement les distinctions entre affect et émotion, de même que la portée et les limites de l'immersion et de l'interactivité. Ta joie de vivre est contagieuse. Enfin, je désire remercier infiniment Enrico Pitozzi, spécialiste international de la scène et de la présence et professeur à l'Université de Bologne en Italie, pour son appui indéfectible et son enthousiasme communicatif. Ta préface transmet l'acuité de ta lecture, la finesse de ton observation et l'intelligence de ton propos. Merci à ma famille et aux amis qui ensoleillent mon quotidien par leur présence et leur amour de la vie. Note. Pour les ouvrages consultés sur Kindle, la référence indique le numéro d'emplacement. Tous les liens Internet sont actifs et ont été vérifiés avant la version finale pour l'éditeur. Les passages suivants sont un remaniement ou une reproduction d'une publication antérieure. Le récit 6.00 est l'analyse de chair de lumière par ISEA 2015. Le récit 4.01 de Kitsu Dubois, dans Archer 2008. La section de dispositifs en disposition, chap. 4 dans Archer 2015. La section du point de vue au point d'être, chap. 5 dans la revue Signe Noir 2015. Le récit 6.01 est l'analyse de raccords écran sensible, la lettre dans Archer 2013. Préface, touché à la limite, au cœur de l'immersion esthétique, Enrico Pitozzi. C'est bien si tu sens le vent, mais lui aussi il doit te sentir. Paul Celan, Microlithe, volume 1947, 16, page 5. Ce livre est un kaléidoscope de sensations. Il y a là des mots qui restituent la température de cette condition à fleur de peau. Des paroles pointes, des paroles lames, des paroles qui font le tour du visage pour revenir à la bouche comme l'éclair. Il y a des figures qui se dessinent ainsi sur le fil d'un gouffre, pendu à la langue. Il y a des figures qui sont toutes sur la pointe de la langue, comme dans l'attente sur le bord de leur regard. Il y a des sons qui sont des atmosphères à vivre, des fragments d'histoire qui attendent quelqu'un qui sait les écouter. C'est dans cette température que le texte de Louise Boisclair nous est offert. Il le fait là où la qualité du papier, sa rugosité, sa couleur blanc-sable, son périmètre du sens, nous invite à percevoir une existence qui pulse sous son terrain d'analyse, une perception qui se situe au point précis où les événements prennent leur consistance, leur force, leur capacité de nous affecter. Bien sûr, cela incite à poser le regard sur des petites choses, à première vue insignifiantes, toutefois déterminantes. Bref, si je devais définir ce livre, je dirais qu'il est d'un ordre singulier. Il se situe là où la cohérence de l'analyse des processus dans la réception des arts immersifs rejoint les éléments les plus touchants qui concernent l'expérience esthétique.
Interroger les œuvres d'art, pour Boisclair, signifie chercher la place de l'être humain dans le cosmos, entre l'infime grand de l'univers et l'infime petit de la matière imperceptible. Cela veut dire bien évidemment accéder à une sensibilité capable de syntoniser les circuits de transformation qui orientent les choses, et pénétrer intimement dans la matière que les artistes manipulent, avec la perception de l'individu qui habite les installations au centre de ce texte. Pour cela, l'auteur compose un livre qui se déroule précisément dans une logique transversale. Il peut être lu dans les deux sens. Nous faisons face à un texte où la logique de composition formelle est en concordance avec les thèmes de la réflexion. Le lecteur entre dans les environnements discutés qui, loin d'être seulement évoqués, l'appellent à en faire l'expérience, à mettre en jeu sa propre vie. 1. Réintroduire l'existence dans l'observation. Si telle est la macrodirection ou le flux des sensations de ce livre, sa perspective analytique concernant les relations entre le corps et l'installation immersive et interactive se fonde sur la réintégration de l'observateur. C'est en ce sens que Louise Boisclair réintroduit, dans les arts vivants et médiatiques, son point d'existence d'observatrice dans l'observation. Ici, observation s'entend comme activité de témoin ou de participant-chercheur comme elle l'appelle, Boisclair 2015. Cela implique un double mouvement de la pensée qui informe le livre, de l'expérience directe, phénoménale pour ainsi dire, au paradigme qui organise l'expérience et à l'inverse. Pour cette raison, chaque analyse doit impliquer l'observateur, sa pensée et son corps, ses perceptions et ses affects. C'est exactement dans cette zone que ce livre constitue un bon exemple d'embodime. En d'autres termes, ce processus mis en place par l'auteur duplique, sur le plan du pensée analytique, ce que les scientifiques, les artistes ou les créateurs en général effectuent dans leur propre pratique. Pensons, à titre d'exemple, à ce que signifie pour un spectateur le fait de s'immerger dans un environnement médiatisé. Cette condition met en jeu tout un circuit d'action-réaction-transformation, c'est la spirale féconde mise en lumière par Louise Boisclair qui implique les sensations, les affects et les pensées du participant en plein devenir. Cette immersion, on l'a vu dans le cours du texte, détermine aussi la qualité du dispositif de l'œuvre. On voit cela lorsque la chercheure laisse émerger ses traces d'expérience ici et là. Elle est toujours dans le champ de sa recherche, engagée à tisser d'innombrables relations avec ses points d'élection. De ce processus à circuit, on peut alors déduire que l'observatrice est chaque fois et en même temps la productrice et le produit de son observation. Le seul fait d'observer laisse émerger des corrélations entre les éléments qui à leur tour changent l'observatrice et ses perspectives dans l'observation. C'est la même chose pour tout observateur quel qu'il soit. Là se pose une question d'ordre anthropologique qu'on ne peut pas passer sous silence, qui s'apparente à une science de la complexité. La connaissance complexe cherche à situer son objet dans le tissu où il se trouve relié. Penser dans la complexité, comme Boisclair nous indique, signifie considérer qu'un ensemble de phénomènes ne se meut pas dans une direction unique et linéaire. Sa tension interne admet des contractions. Ce n'est pas une solution du conflit, mais plutôt une gestion créative de celui-ci. C'est ainsi pour le monde, c'est ainsi pour l'art, c'est ainsi pour l'existence que ce texte, dans les œuvres et les événements discutés, ne cesse d'évoquer. 2. Environnements immersifs. Nouvelle forme de réalité. À partir du contexte dans lequel nous immerge ce livre, on en vient à tracer les liens porteurs d'une méthode transformationnelle que l'auteur nous propose et qui s'organise autour d'une pluralité de savoirs, au-delà de la séparation des disciplines. Une telle attitude s'explique dans le fait non pas d'occulter, mais de détecter les liaisons et les points de connexion, les agencements et les articulations entre les disciplines, faisant ainsi affleurer la trame de la réalité, Whitehead, 1978-1929. Cette posture permet alors d'abandonner une logique linéaire des argumentations fondées sur les rapports de cause à effet, en développant à l'envers un paradigme à circuit, qui ouvre la possibilité de faire interagir les termes de disciplines différentes qui rebondissent les uns dans les autres et s'interpénètrent. Cette perspective produit à travers les échanges et les connexions, une connaissance complexe capable en même temps de réfléchir sur ses propres processus de développement. Whitehead, 1968-1938, Bateson, 1991. En outre, cela permet de comprendre que des aspects divers, voire contradictoires, sont liés.
L'effort consiste alors à témoigner de ces tensions en reconnaissant qu'il y a là un potentiel à développer, une configuration à venir, une réalité émergente. Il faut avoir en quelque sorte une vision prismatique des choses. On s'exerce, nous suggère Louise Boisclair, à un pensée capable d'opérer avec le réel, de dialoguer avec lui, de suivre son déroulement au gré du surgissement d'un affect étonnant ou parfois d'une émotion inédite. Dans ce cadre précis se situent donc les réflexions menées par l'auteur sur les environnements immersifs d'artistes comme Julius Horstui avec Illusion et Cryogenian, et Dustin Lucas avec Pluroma, ou encore Chair de lumière de Marjolaine Belland et bien d'autres, dans un constant va-et-vient entre la forme d'environnement expérimenté et sa poursuite avec des notions qui lui font écho. Cet aspect lui permet alors de formuler et d'énoncer un principe crucial: la transformation silencieuse comme processus qui informe la réception des œuvres d'art et qui nourrit l'expérience sensible, à la base de l'existence de chaque individu. 3. La transformation et le rythme de l'existence, une note sur l'affect. Ces processus de transformation qu'informent les œuvres prises en analyse par Louise Boisclair nous mènent alors à une dernière considération qui met en jeu le dispositif des arts interactifs et immersifs. Il ne s'agit plus de travailler, en termes de composition du dispositif immersif, avec l'agencement d'objets ou de sujets pour produire des événements, mais plutôt d'intervenir sur les caractéristiques internes des choses et des corps qui favorisent l'émergence d'événements. En modifiant leurs relations et en les disposant dans l'installation selon un flux intensif de changements d'état, de matière en résonance, on provoque l'apparition d'un état de présence en transformation perpétuelle qui devient perceptible et produit des phénomènes empathiques éphémères, tangibles et persistants chez le participant. C'est grâce à cette activité transitionnelle plus ou moins fluide que la présence physique, médiatique produit un effet de résonance qui atteint aussi le corps dans sa nouvelle disposition et réorganisation perceptive, tout comme dans sa mémoire sensorielle et musculaire. C'est ainsi que le phénomène empathique d'intersubjectivité pris en compte par Boisclair prend toute son ampleur et devient l'objet d'une incorporation. C'est là qu'on accède à une autre déclinaison possible du terme embodiment conçu, radicalement, du point de vue du spectateur. C'est là que le spectateur ou participant institue des relations de nature transformative. Entre ses sensations, entre ses gestes, mais aussi avec cet environnement qu'il contribue à définir à travers les relations qu'il entretient avec le dispositif. On est donc à l'intérieur d'un processus qui nous montre que le dispositif de ces environnements médiatisés est efficace parce qu'il produit constamment des effets chez le spectateur, mais surtout que ces effets deviennent pour lui des affects dans le sens spinozien du terme. Par affect, j'entends les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps même est augmentée ou diminuée, favorisée ou empêchée. L'affect désigne donc en même temps un mouvement et un passage d'état, ainsi qu'une transformation. Une façon pour établir des relations à différents degrés de complexité avec l'ambiance et en même temps, pour se transformer à travers elle, Massumi 2015. C'est le sens ultime de l'interactivité qui nous est présenté tout au long de ces pages. Le dispositif aménage un état des choses avec lequel le participant tisse des relations. La qualité de ces relations est transformative et bien évidemment, interactive dans la mesure où l'activité agit sur les composants et leur écologie. Autrement dit, le dispositif est toujours pour tout type d'environnement transformationnel. Toutes les composantes présentes instituent des transformations réciproques en rétroagissant entre elles, Queens, 2006, Boisclair 2015. De ces observations découle le fil rouge du livre. Chaque processus d'expérience esthétique n'est alors qu'un travail sur des sensations et sa quête de signification. Il y a ici une indication que Louise Boisclair nous donne, laquelle concerne une capacité à percevoir les plus petites nuances des choses, soit dans les installations, et à accorder les expériences avec des notions qui permettent de les approfondir et pourquoi pas d'enrichir la connaissance, en sachant que si on change notre façon de percevoir, d'affecter et d'être affecté, on change aussi notre existence. Alors notre mode de connaissance s'appuie sur l'acte de connaître lui-même. Référence. Bachelard G. 1949. Le rationalisme appliqué, Paris, PUF. Betson G. 1991. A Sacred Unity, Further Steps to an Ecology of Mind, New York, HarperCollins. Ben Kiraner, 2002. La complexité, vertige et promesse.
18 Histoire de science, Paris Le Pommier. Bernat S. Esperluette Boucossé, édition, 2012. Corps et immersion, Paris L'Harmattan. Bois-Clérel 2015. L'installation interactive, Sainte-Foy, PUQ. Deleuze G. 1968. Spinoza et le problème de l'expression, Paris, édition de Minuit. Hansen Monsieur 2003. New Philosophy for New Media, Cambridge Mi-Press. MASSUMIB, 2011. Semblance and Event, Cambridge, The MIT Press. MASSUMIB, 2015. Politics of Affect, Cambridge Polity Press. Morin E. 1977. La méthode T. 1. La nature de la nature, Paris Le Seuil. 2008. Mon chemin. Entretien avec Jenan Carré-Tagé, Paris Fayard. Queens E. Les strates de l'interface, Bill Boca numéro 27 janvier 2006. SCHEPERHUGHES Esperluette Locke Monsieur, The Mindful Body, A Prolegomnon to Future Work in Medical Anthropology, Medical Anthropology Quarterly, issue 1 1987, page 6 à 41. Serre Monsieur 1977. La distribution. Hermès 4, Paris édition de Minuit. Spinoza B 2007. Éthique Paris Gallimard. Sternen 2013. Interactive Art and Embodiment, The Implicit Body à Performance, London Gilfie Limited. Whitehead A.N. 1968-1938. Mode of Thought, New York Free Press. 1978-1929. Process of Reality, New York Free Press. 0. Sur le quai. Si l'expérience esthétique est une expression cruciale de notre nature affective, sa fin ou sa transformation présumée mérite certainement que la philosophie lui prête davantage attention. Richard Schusterman, 1999. La fin de l'expérience esthétique, page 13. L'œuvre immersive, interactive ou non, offre un lieu singulier d'expérimentation. Dans un champ d'affect, c'est-à-dire de force, de qualité et d'intensité souvent non conscientisées, le corps met en œuvre sa proposition artistique. Et à son contact surgit un ressenti plus ou moins marqué d'émotions individuelles, parfois collectives, qui teintent l'expérience esthétique. Cet essai s'inscrit dans le courant expérientiel qui inonde ces dernières décennies la scène culturelle. Le qualificatif expérientiel est devenu monnaie courante, mais peu de textes disent de quoi il en retourne. C'est pourquoi la démarche mise de l'avant dans cette recherche suit de près l'expérience immersive. Plus précisément, cette démarche transformationnelle s'apparente à une réflexion philosophique. De multiples transformations traversent son questionnement en empruntant des pistes transversales. Elle accueille des apports disciplinaires éclairants qu'ils proviennent de la théorie de l'affect, des sciences affectives ou des cultural studies, de l'anthropologie ou de la sémiotique, etc. Au bout du compte, elle permet de saisir comment l'expérience fait événement. Autrement dit, comment du processus qui la tisse émerge un événement esthétique. Et comme nous le verrons, cet événement n'est pas toujours là où on l'attend. 1. Destination. Cette recherche examine comment l'affect et l'émotion modulent l'expérience immersive. Pour ce faire, il importe de recentrer l'acte de connaître dans le corps, c'est-à-dire le processus qui mène à la connaissance, d'observer son déploiement et d'en rendre compte. 3 principaux objectifs sont poursuivis. Approfondir l'expérience immersive et interactive du corps. Expliciter la démarche transformationnelle. Démontrer comment un événement esthétique émerge du processus expérientiel. À cet effet, la démarche transformationnelle vise elle-même à rendre compte de l'expérience immersive avec des récits empruntant la forme dynamique du diagramme, non pas schéma fixe mais tracé en devenir. Favoriser un mode abductif de compréhension. Il doit donc y avoir une explication à ceci ou à cela, au lieu du mode déductif dominant, c'est ainsi que c'est supposé se passer. S'orienter dans l'univers immersif avec la cartographie de Guattari, et certaines idées que celui-ci a développées avec Deleuze. Activer des concepts philosophiques ou notions scientifiques en affinité avec les intuitions, les intensités et les questionnements soulevés. Pour la soutenir, 3 objectifs spécifiques sont réalisés.
Définir le corps et en observer le devenir durant l'immersion dans une œuvre. Distinguer l'affect de l'émotion et leur rôle respectif en relation avec l'œuvre. Différencier l'expérience de l'événement. 2. Voyageur. En s'efforçant d'être le plus accessible possible, cet essai s'adresse à toute personne, amatrice ou spécialiste, intriguée par les remous de l'immersion qui met le corps au défi, en augmente le potentiel et suscite un questionnement stimulant. Il intéressera celles et ceux qui revisitent mentalement le scénario après leur immersion, en se demandant comment élaborer leur expérience et la partager. Il pourra inspirer des artistes et professionnels, des chercheurs et étudiants en art installatif et immersif, en esthétique de la communication et des médias interactifs. Il captivera sans doute les férus d'approches hybrides et transdisciplinaires, qui valorisent le vivre comme source de théorisation. Enfin, pourront l'apprécier celles et ceux qui désirent témoigner en empruntant le récit et en creusant leurs questionnements avec des outils philosophiques et scientifiques féconds. Voilà la visée de la démarche transformationnelle. 3. SKA. Cette réflexion philosophique transversale, ancrée dans le récit d'expérience de cette œuvre immersive, repose sur la connaissance du corps en acte avant de rattacher celle-ci à l'encyclopédie du savoir, pour l'approfondir, pour mieux la saisir. Elle navigue dans 3 courants omniprésents en art, l'immersif virtuel, l'interactif projectif, le réflexif intégratif. Le chapitre 1 circonscrit la problématique, formule le projet et la méthode, expose le corpus et propose une hypothèse. Puis le chapitre 2 présente la cartographie guattarienne et élabore les notions de déterritorialisation et d'agencement, de processus, d'expérience et d'événements au centre de l'essai. Dans cette approche transdisciplinaire, les récits servent de fondation. 4 d'entre eux apparaissent en début de chapitre avec lequel ils entrent en correspondance, et 3 autres sont enchâssés dans le texte pour faire contraster l'apport exemplaire du récit introductif ou élargir la perspective de l'immersion. Le récit sur Weather Pattern. The Smell of Red de Nathaniel Stern et Erin Manning sert d'amorce au chapitre 3 sur l'affect et l'émotion. Après le témoignage de 6 artistes, le chapitre revisite la notion d'affect en s'informant chez Deleuze et Guattari, Massumi et Daniel N. Stern. Il explore ensuite l'émotion qui joue un rôle important dans la motivation pour entrer en contact avec l'œuvre, et surtout de le maintenir. Les spécialistes Tompkins, Russell, Panksepp et des théoriciens de la motivation apportent un éclairage complémentaire intéressant. C'est la contribution de la science à l'affect et à l'émotion, fréquentée dans l'immersion esthétique. Le chapitre 4, consacré au courant immersif virtuel, est introduit par un récit sur les films 360 Illusions et Cryogenian de Julius Orstui et Pluroma de Dustin Lucas. Pour marquer la variabilité des types d'immersion, il est suivi par le témoignage de la chorégraphe Kitsu Dubois qui a expérimenté la microgravité lors de 19 vols paraboliques. Faute de pouvoir vivre ce phénomène en direct, nous nous imprégnons de son récit et en tirons des pistes de réflexion et quelques conclusions. Il est ensuite question de relations entre immersif et virtuel, en privilégiant la conception d'Andrieux et de Bernard sur l'immersion, et les apports de Massumi et de Pitozzi sur le virtuel. Au début du chapitre 5, le récit entourant Amorphogénésis. Antiplatonique Cave, Zatatustrian Cave, Anaximandrian Cave de Jem Delval nous fait plonger dans le courant interactif projectif. L'observation du circuit des projections et des résonances de l'interactivité à l'intérieur du corps met en relief des tremblements ou des échos de l'expérience intime de l'œuvre. Puis le récit enchâssé After Lydia Clark interroge les effets haptiques d'un échange de force du corps sans recours à la technologie. Ces 2 œuvres examinent tout en les distinguant les résonances interactives et les forces propres à la tactilité. Enfin, il est question du point d'être développé par Derrick de Kerkhove, qui élargit le point de vue traditionnel. À son tour, le récit de l'installation participative Chair de lumière de Marjolaine Bellan sert à la fois d'exemple et d'introduction au chapitre 6 sur le courant réflexif intégratif. Ce chapitre traite d'abord d'effets d'illusion induits par cette installation. Il explore ensuite les effets remédiatifs dans le récit intitulé Remédiation avec raccord écran sensible, la lettre d'Alain Fleischer. Ces 2 œuvres exemplifient 2 types d'effets différents, d'illusion et de remédiation,
elles feront toutes deux l'objet du démontage de leur procédé, annonçant ainsi l'événement qui émerge de chacune d'elles. En dernier lieu, le chapitre 7 synthétise comment l'expérience esthétique fait événement à travers ses œuvres. Il met en relief la dimension métaphorique du corps en devenir, que la notion de ritournelle illustre. Sans prétention, la ritournelle évoque le fruit de l'expérience revisitée par l'imagination, cette fonction mentale qui entraîne des effets et des affects sur le corps entier et nourrit la dimension événementielle à laquelle aboutit cette démarche transformationnelle. Ce chapitre sert en outre de clôture temporaire, puisqu'il est impossible de conclure cette démarche à la fois expérimentale, transformationnelle, transdisciplinaire et évolutive. 1. Naviguer et plonger. Une pensée est un mode d'excitation formidable. Comme une pierre jetée dans une mare, elle perturbe la surface entière de notre être. Mais cette image est inadéquate. Car il nous faut concevoir les vagues, comme participant effectivement à la création, du plongeon de la pierre dans l'eau. Les vagues expriment la pensée, et la pensée amplifie et déforme les vagues. Pour comprendre l'essence de la pensée, nous devons examiner sa relation aux vagues au milieu desquelles elle émerge. Alfred N. Whitehead, 2004. Mode de pensée, page 191, trad de citation modifiée par Istengers, 2017, page 60. La navigation dans ces eaux-là est complexe. Tout d'abord, l'expérience immersive rencontre divers courants, immersif virtuel, interactif projectif, réflexif intégratif. Elle est aussi infléchie par des vents et marées, comme l'affect en tant que force, intensité, qualité qui contribuent à la formation subjective de l'émotion. Ce faisant, elle modifie le paradigme esthétique actuel où le corps en devenir exerce un rapport écologique avec l'œuvre. Voilà une suite de problèmes qui appellent de nouveaux moyens pour rendre compte de cette expérience, en empruntant un chenal de navigation qui convient au défi immersif. 1. Contre vent et marée. Depuis les 3 dernières décennies, avec la poussée du numérique et du performatif en art, le paradigme esthétique vit une mutation. Engagé dans l'immersion d'une œuvre, le corps est en devenir. On ne peut plus rester à distance pour saisir ce qui se passe, il faut plonger. Cette participation subjective est, non seulement souhaitée mais attendue. Elle permet de tenir compte du sensible, d'y ancrer le conceptuel. 1.1. Immersif virtuel, interactif projectif. Le comme si ou la semblance d'une œuvre offre une capsule de vie condensée qui attire notre attention dans un univers singulier, tout en élargissant notre rapport au monde. Comme le dit Masumi, cette semblance renvoie à la réalité expérientielle du virtuel. Dans cette semblance, divers niveaux virtuels s'entremêlent à l'immersion. En effet, le virtuel en rapport avec l'actuel en termes deleuziens côtoie le virtuel de synthèse ou la réalité virtuelle, sans oublier la virtualisation programmée des modalités à actualiser par l'interactivité. Au lieu d'opposer ces niveaux, il est proposé de leur accorder la place respective qui leur revient. Dans toute sa virtualité, l'immersion débute avec l'attirance vers le lieu d'exposition. C'est la force d'attraction. Le franchissement du seuil s'accompagne d'élan ou d'hésitation. C'est l'intervalle de transition. Les manifestations plastiques, performatives et scénographiques favorisent un brouillage générateur d'affect, mais aussi généré par les forces en présence. Celles-ci prennent différentes formes visuelles et sonores qui influent sur le corps, à coups de poussée ou d'attraction, d'interruption ou de neutralisation. Il s'ensuit des moments d'indifférence, de résistance ou de déception, ou encore des montées de satisfaction jusqu'au ravissement. Quand on revit mentalement ou virtuellement l'expérience, il s'installe paradoxalement à la fois une proximité et une distance avec la scène vécue, proximité où l'on revoit le film des actions, des perceptions, des interrogations, où l'on prend la pleine mesure des forces, des qualités et des intensités, mais où l'on se rappelle les remous émotifs ressentis, distance grâce à laquelle il devient possible de cartographier, c'est-à-dire d'avoir une vision d'ensemble du processus, de assemblage de ces matériaux, des agencements de ses séquences, des méandres de sa composition. La tonalité affective est étroitement liée au type d'immersion, à l'atmosphère qui s'en dégage, au virtuel qui l'anime. Alors que la littérature,
Le cinéma, la musique et le théâtre favorisent une immersion imaginaire par l'immobilité du corps et la capture de son attention. L'art immersif et interactif invite le corps à s'immerser autrement, de manière plus motrice. Phénomène complexe. L'immersion a fait l'objet d'un état des lieux rigoureux à la suite duquel j'ai choisi de privilégier l'approche novatrice d'Anaïs Bernard et de Bernard Andrieux, 2014. En rattachant les dispositions immersives aux dispositifs immersifs, ces théoriciens proposent une conception féconde. En outre, ils ont répertorié différents types d'œuvres immersives en fonction de l'hybridation, de l'immersion, l'immersion de l'élément en soi ou de l'interaction. Quant à la dimension interactive, déjà largement développée dans l'installation interactive, Boisclair 2015a, au regard de la perception, du corps et de l'expérience esthétique, le présent essai examine plutôt ces résonances intimes en relation avec le mouvement interactif projectif, Récit 5.00. Cela produit des résonances physiques et affectives. 1.2. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.